Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de trois sujets qui sont très importants à mon cœur. C'est l'hypersensibilité, l'empathie et tout ce qui est multidimensionnel, tout ce qu'on ressent dans tous les domaines multisensoriels. Je voudrais faire un résumé de ce qui peut conduire de l'un à l'autre. Alors, je vais partir de mon expérience personnelle en espérant que vous vous retrouverez un petit peu dans tout ce que je vais exprimer. Alors déjà, le fait de pratiquer le piano, c'est quelque chose d'un peu particulier, car le piano fait travailler un peu toutes ces dimensions, en fait. Euh, Déjà dans le fait que le clavier est horizontal, de gauche à droite, et qu'on lise une partition de bas en haut, ce qui fait la verticalité. Donc ces deux dimensions sont primordiales parce qu'il faut être ancré, il faut être connecté, c'est la verticalité, et ensuite dans l'horizontalité, c'est l'ouverture et le partage du cœur qui est fondamental parce que la pratique de la musique et de cet instrument fait marcher plein de circuits complexes. Donc déjà le mental, parce que déjà il faut lire les notes quand on lit des partitions. Ensuite, le corps qui doit être le plus souple, le plus libéré possible pour pas avoir de tension. Ensuite, l'émotionnel, parce qu'on fait de la musique pour se faire plaisir. Si c'est pour être complètement bloqué, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'émotionnel doit être dans de bonnes dispositions pour faire une musique apaisante et sereine. Et la dernière chose que moi j'aborde avec des grands élèves, c'est le côté que je dirais spirituel, dans le sens universel et large, mais justement qui conduit au multidimensionnel. Alors, dans mon parcours, par exemple, qu'est-ce qui a pu m'amener à petit à petit aller dans ces multidimensions et explorer ces capacités extrasensorielles. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça on n'y peut rien quand on est avec un don pour le dessin, un don pour l'écriture, un don pour la musique, et qu'en face de nous, on a des personnes qui ne comprennent pas trop, ou des professeurs qui n'ont pas la même sensibilité, qui sont jaloux de nous, avec lesquels ça se passe pas bien, parce qu'on n'est pas dans le cadre, on est hors cadre, on est hors norme, donc on est un peu le vilain petit canard. Donc ça, c'est pas facile. Donc après, l'expérimentation de cette souffrance, entre guillemets, n'est pas facile à surmonter, que soit on peut être détruit, soit on développe des capacités de suradaptation pour s'en sortir et pour survivre. Et donc dans mon cas, bon, déjà j'avais failli mourir noyé à l'âge de 4 ans, donc quand on passe pas loin de l'au-delà, je pense que je ressens que ça développe des capacités particulières. Et puis ensuite, le fait de jouer les musiques des compositeurs, qui eux, la plupart ne sont plus là. Par exemple, si je joue le premier mouvement de la sonate opus 27 numéro 2 de Beethoven, alors, jouer une pièce de musique sans savoir son histoire, c'est quelque part faire du hors-sujet. On est obligé de rattacher le morceau qu'on joue à son histoire et ce qu'a voulu dire le compositeur. Là, en l'occurrence, Beethoven, il devenait sourd, il est amoureux d'une élève adulte et il n'y avait pas de réciprocité. Et en plus, il y avait Napoléon qui allait devenir
un tyran, et ça le traumatisait énormément. Donc tout ça, on ressent vraiment ces sentiments complexes. En ce qui me concerne, je ressens ça dans le plexus. Ça me met dans une situation très particulière, et j'ai parfois l'impression de connaître Beethoven, parce que en fait, c'est comme si j'étais en connexion avec son énergie. Et comme l'énergie, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, en fait, l'énergie de Beethoven, je serais tenté de dire qu'elle est toujours là, quoi. L'énergie de Liszt dans le rêve d'amour, c'est fabuleux, le rêve d'amour de Liszt. Donc le sentiment amoureux, bah, grâce à Liszt et à d'autres, bah, il est éternel, parce que il a écrit ça au 19e siècle, eh bien, ça n'a pas vieilli, ça s'est pas démodé, on ressent toujours tous ces sentiments qu'on a au fond de nous. Donc, c'est ça qui fait que la musique, et là je parle du piano, avec ces deux dimensions, l'horizontalité et la verticalité, qui conduisent déjà à d'autres sphères. Après, il y a l'essence, il y a le côté olfactif, parce que moi, ce qui m'a marqué beaucoup dans mon enfance, c'est le parfum de ma professeure de piano. C'était l'or bleu de Guerlain, et à chaque fois que je sentais ce parfum, même si c'était à 500 mètres de l'école de musique, il y avait tout qui vibrait en moi, parce qu'au cours, ça allait soit se passer de façon complètement géniale, soit ça allait être dramatique. Donc, si on vit ça dans l'enfance, de 8 ans à 17 ans, ça fait bouger des choses à l'intérieur de soi, ça crée du dégât, ça crée de la désespérance, ça crée de la tristesse, du chagrin, et ça oblige à fabriquer des outils de suradaptation pour survivre. Je vais vous jouer un autre extrait de musique. Alors ça, Chopin l'avait appelé la harpe éolienne. C'est la première étude opus 25, donc cette harpe éolienne, c'est une harpe qui est au-dessus de la Terre, au-dessus de tous les problèmes terrestres, les problèmes humains. Et c'est vrai que c'est drôlement réconfortant des fois de pouvoir se réfugier euh, au-delà de la Terre, au-delà des soucis quotidiens, des soucis d'actualité, des soucis humains, des soucis relationnels. Et la musique, pour ça, l'écriture, le dessin, beaucoup de matière artistique, on les fait dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire que le mot je ne connais pas depuis si longtemps que ça, parce que c'est quelque chose qui m'était familier comme état, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on connaît la partition par cœur, on se barre. Oui, c'est pour ça que des fois on dit oui, il est complètement barré. Ça peut être péjoratif. En ce qui me concerne, je trouve que c'est plutôt flatteur, c'est plutôt une qualité de pouvoir s'échapper, de pouvoir se barrer. Et à un moment donné, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à improviser en faisant les portraits musicaux, à lire les personnes comme des partitions, de me rendre compte qu'il y avait des éléments de transgénérationnel de leur histoire qui me venaient et qui étaient exacts, de voir que je captais aussi des choses qui venaient d'ailleurs et qui étaient étranges, comme me retrouver sur un champ de bataille au 19e siècle, ou à l'époque romaine, ou à l'époque de l'Atlantide, ou d'autres choses, en voyant des images. J'ai jamais
j'ai jamais manipulé avec ces éléments-là. Disons que c'était anecdotique, c'était plutôt, je trouvais ça plutôt drôle au départ de pouvoir témoigner de ces images et souvent ça parlait bien à la personne. Moi, je me souviens d'un portrait qui m'a marqué où portrait d'un homme où quand j'ai joué, je pensais à Saint-Exupéry, je voyais l'avion au-dessus du désert, je voyais l'avion au-dessus de la cordillère des Andes, et puis c'était obsédant, hein, c'était magnifique cette musique, et à la fin, je dis à cet homme, vous voyez ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et à ce moment-là, il a failli tomber de sa chaise, il m'a dit, bah, figurez-vous que mon grand-père, c'était un des mécaniciens de Saint-Exupéry. Donc, des histoires comme ça, je pourrais en raconter des centaines et des centaines. Et donc, au fur et à mesure, ce que je voudrais dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait ce genre de pratique, euh, qu'on est à l'écoute des gens, qu'on est avec notre empathie, notre hypersensibilité, notre connexion à l'autre, notre faculté d'avoir besoin de donner de l'amour aux autres, peut-être parce qu'on n'en a pas assez, peut-être parce qu'on n'en a pas reçu assez, peut-être parce que inconsciemment, l'amour qu'on donne aux autres, c'est l'amour qu'on aimerait recevoir. Ça, c'est très complexe. Euh, je serais tenté de dire des fois que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. On peut avoir aussi le syndrome du sauveur, vouloir sauver le monde, faute de pouvoir se sauver soi-même. Oh, la liste serait longue, mais ce qui est sûr, c'est que notre vie est une mission d'âme. On fait ce qu'on a à faire. Alors, je vais vous rejouer un autre extrait. Alors, je n'ai pas du tout préparé. Hein. Là, je vais vous faire une improvisation, justement. Je vais canaliser en direct une musique dont j'ignore la première note. Donc, c'est effectivement un saut dans le vide en direct. Je ne prends pas trop de risques, hein, je vous rassure. Alors, je peux vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans cette musique, ce que j'ai connecté. J'ai ressenti que j'étais au Népal, que j'étais dans un temple magnifique, au au cœur des montagnes, en altitude, et qu'il y avait une paix incroyable, un silence, euh, une joie de vivre, ainsi qu'une jubilation intérieure. Donc en fait, la, la pratique de l'improvisation, comme je viens de vous le partager, en fait, c'est une technique de méditation, car en fait, je suis parti, en fait. Justement, je me suis barré, comme on dit. Et la difficulté n'est pas de partir, la difficulté est de revenir. Et moi, je sais que quand je fais des portraits musicaux, par exemple, quand je mets en route mon enregistreur, la difficulté, quand je termine de morceaux, c'est de trouver le bouton off pour éteindre la, l'enregistreur. Parce qu'à ce moment-là, le mental, il est mis en arrêt. Et c'est comme si je devenais immatériel, parce que je devenais qu'énergie en fait. Donc le corps, je le ressens quand je joue, mais je le ressens au minimum en fait. Tout est mis en veilleuse. Le mental,
les sensations du corps, il reste petit à petit que l'énergie qui fonctionne. Ça peut paraître très déroutant, mais à partir du moment où on le pratique depuis tout le temps, depuis une cinquantaine d'années, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est quotidien. Par contre, ce que je peux témoigner, c'est que de connecter les informations des personnes de transgénérationnelles et connecter les personnes de ce que j'appelle la bibliothèque universelle, ce qu'on appelle les mémoires akashiques, ça peut être très très fatigant énergétiquement. Il est important de se nettoyer, entre guillemets, avec l'encens, de déposer plein de choses, des charges émotionnelles que l'on reçoit, des informations des fois déroutantes aussi. Quand c'est normalement, quand je fais un portrait musical, j'ai pas accès à tout, j'ai accès à ce on veut bien me donner, mais quand je suis sur un champ de bataille, ça peut être déroutant. Ce que j'ai souvent ressenti en faisant les portraits de couple. Le portrait de couple, c'est le portrait de l'homme, le portrait de la femme. Ça peut être le portrait de deux femmes ou le portrait de deux hommes. Tout est possible. C'est que souvent, je parle de l'homme et de la femme, ils se sont rencontrés dans cette vie-là, parce que dans une autre vie, l'homme était militaire, il a été à la guerre, il est mort, et ce qui fait qu'il a laissé sa promise toute seule. Car dans le passé, ce qui était important pour l'homme, c'était la patrie, le devoir, c'était ces cette notion-là. Et en fait, des milliers d'hommes sont morts. Et ensuite, dans cette vie-là, ils retrouvent leur promesse pour continuer l'histoire qu'ils avaient commencée avant. Alors ça, je ne peux pas imposer ça, je trouve ça anecdotique, mais c'est souvent quelque chose que j'ai ressenti quand je fais le portrait d'un couple et que d'un seul coup des images de guerre napoléonienne ou la guerre de 14-18 ou la Deuxième Guerre mondiale ou le débarquement, enfin plein de choses comme ça. Donc la pratique à travers les portraits musicaux, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le multidimensionnel. Et si il n'y avait pas eu cette hypersensibilité, cette empathie, jamais ça m'aurait conduit à faire cela. Alors, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est le multidimensionnel, c'est à bout d'un moment, ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les portes, ça peut être déroutant pour certains, mais je vais le témoigner de façon assez simple. On peut ressentir des sortes de frissons, des manifestations télékinésiques, ça s'appelle aussi parasthésie, des frissons, des fourmillements, des choses, des choses qu'on reçoit, des messages qu'on reçoit. Donc les messages qu'on reçoit, on n'entend pas une voix. On n'entend pas une voix, c'est plutôt un signal. C'est plutôt, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un signal que je reçois je ne peux pas en expliquer la nature de ce signal, mais en fait, tout de suite, il y a des mots qui se mettent automatiquement dedans. En fait, c'est un signal, c'est comme une langue qui est pas audible. C'est pas non plus une sensation, c'est quelque chose de très particulier, donc je ne pourrais pas décrire, mais sur lequel il y a des mots qui se mettent automatiquement, accompagnés souvent de manifestations, justement, comme un frisson à la nuque. Ça, je pourrais en parler plus longuement, mais ça, j'ai pu travailler là-dessus. C'est comme une validation, en fait, de l'univers. À la suite de ça, ce qui se passe aussi, c'est que le multidimensionnel, ça ouvre à tout ce qui est synchronicité, ce que certains appellent le hasard, mais moi, ce que je dirais, c'est que
la phrase bien connue, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Donc, les synchronicités, c'est plus on avance, plus on en voit en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans ce travail sur soi, sur l'hypersensibilité, l'empathie, et puis tout ce qui est extrasensoriel et multidimensionnel, plus on travaille, plus les limites s'ouvrent, et plus on monte en fait. Donc, et la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir rester ancré aussi, pour pas partir complètement et peut-être ne plus revenir. Donc il faut faire très attention parce qu'on a un petit cerveau humain, il faut être prudent avec tout ça. Mais c'est une magnifique aventure humaine, c'est une magnifique aventure extrasensorielle, c'est une extraordinaire aventure multidimensionnelle qui permet aussi d'être à l'écoute des autres dans les relations humaines, qui permet d'être aussi à l'écoute de soi pour mieux se connaître. Tous ces éléments réunis permettent d'aider nos semblables, d'alléger leur émotionnel, de fabriquer des outils, parce que des outils, il y a toujours des outils à fabriquer. C'est une quête sans fin, et c'est vraiment extraordinaire. Bon, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de la question. Et donc, si vous voulez découvrir mon univers, vous pouvez aller sur mon site. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis sur Facebook également. Je suis professeur de piano. Je réalise des portraits musicaux. Je peux organiser des masterclass aussi. Je peux proposer des moments pour improviser au piano avec le son de la voix, pour alléger l'émotionnel. Et plus encore, il y aura bientôt une nouvelle vidéo qui va arriver et qui va proposer deux techniques, une artistique et une technique thérapeutique. Mais on est aujourd'hui le 6 avril 2023, donc il faut attendre quelques jours pour découvrir cette surprise. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Je termine en musique.